dans l'émission Cercle des Arts, ce rendez-vous de l'art et de la culture. Et nous allons aborder ce soir toutes les tranches artistiques et culturelles. Et on va parler de la littérature, on va parler aussi de l'art plastique, on va parler bien évidemment de la musique et de la poésie avec nos invités. Et donc nous allons présenter d'abord l'invité de ce soir. Ravi donc de vous recevoir sur ce plateau, Monsieur Babacar Mbaye Diop. Merci beaucoup, moi aussi ravi d'être là. Monsieur Babacar Mbaye Diop, je rappelle donc, vous êtes donc docteur en philosophie de Rouen, en France, où vous avez soutenu votre thèse de doctorat intitulée Analyse et critique des différents discours sur les arts plastiques de l'Afrique noire, approche historique, ethno-anthropologique et philosophique. Et c'était le 24 octobre 2008. Vous avez également eu, après plusieurs années d'enseignement, au lycée Jeanne d'Arc de Sainte-Adresse, près du Havre, n'est-ce pas, et au lycée Raymond Queneau d'Ivlo, près de Rouen, en français également. Vous êtes enseignant-chercheur en esthétique, philosophie de l'art et de la culture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et puis vous êtes auteur de nombreux articles et ouvrages sur l'art africain. Monsieur Mbaye Diop, donc, est aussi ancien directeur de la Biennale des Arts, édition 2014, directeur de l'Institut supérieur des arts et des cultures ISAC à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, président de l'association sénégalaise des critiques d'art dénommée ASCA, dénommé ASCA. Vous avez écrit récemment un livre qui s'intitule Critique de la notion de l'art africain, et donc édition Aman 2018, n'est-ce pas? Voilà, donc on vous dit... Merci beaucoup. Là, je vois que vous avez bien fouetté à qui je suis. Bravo, merci. Nous allons aborder tout à l'heure cet ouvrage que vous venez donc d'écrire et qui est paru en 2018, une œuvre qui s'intéresse à l'art africain. Vous l'avez vous avez scruté méticuleusement donc l'art africain sur ses différentes formes. Nous allons en parler tout à l'heure avec vous. Sur ce plateau également, on a un grand artiste reconnu mondialement. Il s'agit de Khalidou Kassé. On ne va pas le présenter. Voilà, monsieur Khalidou Kassé. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Khalidou Kassé. Voilà, donc vous êtes artiste plasticien, peintre et sculpteur, surnomme le pinceau du Sahel. Vous avez ouvert votre galerie en 1990. Vous faites partie des artistes internationaux de renom. Monsieur Kassé, vous êtes fondateur de la galerie des ateliers du Sahel. Vous avez eu à faire des expositions un peu partout dans le monde. En 2017, exposition à l'OMPI à Genève, en Suisse. En 2014, vous avez également fait une exposition au musée Cabildo, c'est en Argentine. En 2011, exposition de la Rotonde à Paris. Et en 2007, exposition Les couleurs du Sénégal en Allemagne, c'est à Heidelberg, donc je pense que je l'ai bien prononcé. Vous avez aussi participé au 32e anniversaire de l'OUA à New York. Et collection privée, vous l'avez en Côte d'Ivoire, vous l'avez aussi en Allemagne, au Gabon, au Mali, en Gambie, en Italie, en Suisse, Haïti, Canada, France, États-Unis, Corée du Sud, Espagne. Et donc vous avez également exposé à la Cour pénale internationale. Voilà, 4,5 mètres carrés, c'est le jargon artistique. Je pense que vous allez un peu décortiquer tout cela durant l'émission. Et vous avez également une distinction à Boston, le 25 octobre à l'université de Massachusetts à Boston, n'est-ce pas, récemment? Parfaitement. Merci beaucoup de nous avoir invités à cette émission. En tout cas, ravi de vous avoir sur ce plateau. On va parler également de musique avec un jeune musicien, un talentueux musicien, Kandialo. Kandialo, bonjour. Bonjour Fatou, je suis très content d'être là, accompagné de mes parents, M. Khalidou Kassé et M. aussi Diop. Je suis très content. Et ici, le plaisir est partagé. Là, on va donc aborder la poésie également avec Ibrahima Diakhaté qui fera de la partie. Voilà, on va donc d'abord débuter par la littérature, cet ouvrage de M. Babacar Mbaye Diop sur les critiques d'art de la notion africaine, n'est-ce pas, M. Mbaye Diop? Vous l'avez publié récemment.
Voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré d'ailleurs à écrire un tel ouvrage? En tant que prof de philosophie, on voit que la philosophie a largement abordé l'art sur ses différentes formes. Voilà. Merci beaucoup Fatou Diouf. Je voudrais d'abord profiter de ma présence ici pour remercier mon grand frère Kalidou Kassé, que j'apprécie beaucoup, que j'estime beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'art contemporain sénégalais. Remercier aussi mon jeune frère musicien à côté. Pour vous dire en gros que c'est un plaisir d'être avec vous. Pourquoi j'ai écrit ce livre? D'abord parce que j'ai senti la nécessité à un moment donné d'écrire sur l'art africain. Parce que pendant longtemps, cet art qui nous appartient a été écrit, en tout cas tout ce qui a été écrit sur cet art-là, c'était fait par des Occidentaux. Et donc, il y avait un regard extérieur. Je me suis dit, il faut que nous, Africains, que nous puissions écrire sur notre propre art. C'est important. Et d'abord, ce livre dont vous parlez, qui est sorti en 2018 aux éditions Hermann à Paris, c'était d'abord une thèse de doctorat de philosophie. Vous l'avez dit, la philosophie aborde beaucoup la question de l'art, ce que j'enseigne à l'université, parce qu'en première année, le cours de L1 en philosophie, c'est sur la question de l'art, qu'est-ce que le beau? C'est-à-dire, quand vous voyez un objet, n'importe quel objet, quels sont les critères qui vous poussent à dire que cet objet-là est beau? Vous êtes en face d'une table, d'une chaise, d'une œuvre d'art. Quels sont les critères qui nous permettent de dire que cette œuvre est belle? C'est ce qu'on apprend en première année aux étudiants de philosophie. Et donc c'est important parce que les critères pour définir le beau changent d'un continent à un autre, ou même d'un individu à un autre, ou même d'une culture à une autre culture. Et donc ce livre-là est divisé en 3 parties. La première partie, c'est des questions historiques, c'est un peu l'histoire de l'art africain. J'aborde l'art ancien. L'art ancien, ce que j'appelle l'art ancien, c'est un peu aussi l'art classique, qui renvoie à toutes les productions artistiques avant les premiers contacts avec l'Occident. J'aborde aussi l'art traditionnel, qui renvoie un peu aux us et coutumes donc africains. C'est lié vraiment à ce que j'appelle de l'art fonctionnel, parce que nos masques, mais aussi les statues, avaient une fonction socio-religieuse en Afrique. Il a fallu que ces objets sortent de l'environnement religieux pour qu'on puisse les considérer comme des œuvres d'art. Mais ce fait n'est pas spécifique à l'Afrique. On l'a vu avec la Grèce antique. Les dieux grecs à l'origine étaient considérés comme des dieux. Il a fallu que ces objets sortent de leur environnement religieux pour qu'on puisse aujourd'hui les admirer comme des œuvres d'art. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les masques africains qu'on retrouve dans beaucoup de musées dans le monde, mais qu'on retrouve aussi dans ce bel espace où nous sommes aujourd'hui aussi. Et enfin, je parle de l'art africain contemporain, qui est un peu de la spécialité de ce que fait Kalidou. Et parce que là aussi, je me suis dit que il faut qu'on parle de ce que font nos artistes africains. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui leur manquent aujourd'hui. J'ai toujours dit que le véritable marché de l'art aujourd'hui, c'est en Occident, qu'on le veuille ou non. Mais il faut mettre les conditions qu'il faut pour que nos artistes puissent vivre, en tout cas, de leur création. Et enfin, je développe la place de l'artiste africain dans la mondialisation. Aujourd'hui, l'artiste, qu'il soit en Chine, au Japon, à Dakar, à Paris, les artistes vivent aujourd'hui dans les mêmes, je veux dire, vivent les mêmes situations. Ils sont informés de ce qui se passe ailleurs. Il y a des œuvres, si on vous les montre, vous ne pouvez pas, si on ne met pas le nom, vous n'aurez pas dit que c'est un artiste africain. Parce que simplement, c'est ce qui se fait ailleurs. Et donc, voilà un peu les idées que je développe dans le livre, mais surtout aussi le regard de l'Occident, le regard que l'Occident avait sur notre propre art. Et que nous, autres Africains, le regard que nous devons véhiculer. J'ai essayé de résumer brièvement. Maintenant, s'il y a des questions, je peux y revenir.
Le regard que l'occidental a sur l'œuvre africaine ou bien l'œuvre d'art? Oui, parce qu'en fait, si on prend l'art africain ancien, on s'est rendu compte que, d'abord, beaucoup de philosophes occidentaux ont émis l'idée que l'Africain ne connaissait pas le beau. Je ne vais pas y revenir sur les idées de Hegel, de Hume. Hume dit clairement que l'Africain ne connaît pas le beau. Mais les textes fondateurs de l'esthétique négro-africaine, c'est les fameux textes de Senghor qui a été publié donc en 1956, je crois, sur l'esthétique négro-africaine. Là où Senghor dégage des critères esthétiques pour nous autres Africains de dire si telle œuvre est beau ou pas, telle œuvre est belle ou pas. C'est là, n'est-ce pas, où Senghor disait qu'un occidental et un Africain n'ont pas la même vision sur un objet d'art. Oui, bien sûr. On n'a pas la même vision parce que si l'Occidental se cantonne juste sur la forme de l'objet, la forme de l'objet ne nous dira jamais assez sur l'objet lui-même. Je donne un exemple assez simple. Prenez un masque Bassari, un masque Diola, un masque Fan, un masque Bambara. Si on se limite à la forme juste et qu'on juge le masque, mon jugement peut être insuffisant. Parce qu'il faut qu'on aille au-delà du masque lui-même pour qu'on découvre son vrai sens, sa vraie signification. Si je me limite juste à la forme rectangle, forme carré, forme ronde, je peux juger de l'œuvre. Mais mon jugement va être insuffisant parce que il faut aussi que je sache ce pourquoi l'objet a été créé. Sa fonction dans la société africaine. Un masque Bassari a une fonction sociale. Un masque Diola a une fonction sociale. Donc si je me limite juste à la forme et que je ne vais pas au-delà pour découvrir ce pourquoi le masque a été créé, sa fonction, mon jugement est donc là peut-être insuffisant. Donc c'est important qu'on allie à la fois la forme et le contenu. C'est ce que Jacqueline Delange appelle l'ethno-esthétique. Donc c'est le jugement qui renvoie, qui regroupe à la fois la forme et le contenu, et je pense que c'est important. Et c'est ce qui a peut-être manqué à beaucoup de critiques occidentaux. On ne peut pas juger l'art africain uniquement du point de vue de sa forme. Il faut aussi qu'on pense à sa fonction, à son rôle, le rôle que cet objet-là a joué. C'est important. Et maintenant, le seul problème qui va se poser, c'est que beaucoup d'objets africains sont aujourd'hui dans les musées. Et je ne parle pas, je ne vais pas revenir sur les raisons, parce qu'il y a eu beaucoup de pillages de nos objets, beaucoup de vols aussi de nous autres Africains et qui ont vendu, si vous voulez, parfois les œuvres, peut-être inconsciemment, parce qu'on n'a pas mesuré la valeur de ce qu'on a vendu. Mais ces objets se retrouvent dans des musées, alors que ces objets n'ont pas été créés même pour être exposés. Les objets que vous avez vus en bas, on les a exposés aujourd'hui. Mais quand ils étaient créés, ces objets n'avaient pas pour rôle d'être exposés, même d'être vus. Parce que le plus souvent, ces objets sont cachés en forêt et ne sortaient que pour des cérémonies bien précises, des funérailles, des baptêmes, d'initiation. Les masques ont sorti que parce qu'il y avait une cérémonie bien précise. Donc leur but n'était pas d'être exposés. Donc le fait qu'on les expose dans un musée, le fait qu'on les montre, en tout cas, font que ces objets perdent tout leur sens. Perdent tout leur sens parce qu'encore une fois, ils n'ont pas été créés pour être exposés. Là aussi, j'aimerais revenir sur une question fondamentale. Ces artisans-là, qu'on parfois, qu'on appelle aussi artistes, mais je fais bien la différence entre artisans et artistes. Là, Khalidou, je pense, pour y revenir, ces artisans qui ont fabriqué ces masques, ces statues, ne les ont jamais considérés comme des œuvres d'art. Ils ne les ont jamais considérés comme des œuvres d'art, jamais. Ils les considéraient comme des objets fonctionnels, rituels, qui avaient une fonction socio-religieuse dans la société africaine. Ce sont, et dans le livre, je développe l'idée que même la notion d'art africain, je ne parle pas de la réalité de l'objet, mais je parle de la notion d'art africain, est une création purement occidentale. Je suis désolé, mais oui,
c'est une création purement occidentale. Le fait de dire art africain, le fait de dire que nos masques sont de l'art africain, le fait même de prononcer la notion d'art africain est une création purement occidentale. Mais cela ne veut pas dire que les Africains n'avaient pas la notion du beau. Non. Je ne suis pas en train de dire que l'Africain ne connaît pas le beau. Je ne suis pas en train de dire que l'Africain ne crée pas quelque chose qui peut ressembler à de l'art. Non. Je dis juste que l'expression ou la notion d'art africain est une création purement occidentale. Qu'est-ce qu'on pouvait dire à la place de ça? Ouais, mais c'est-à-dire que ce sont les Occidentaux qui ont pris qui ont d'abord pris ces objets et ces masques-là et qui ont créé ce concept. Le concept a été créé par l'Occident. Mais ces artisans, dans des villages reculés du Mali, du Burkina Faso, du Bénin, du Nigeria, ne les ont jamais considérés comme de l'art. Maintenant, là, on est dans l'art ancien, c'est complètement différent de l'art contemporain. Aujourd'hui, ce que fait Kalidou, ce qui est exposé ici, dans ce musée, l'artiste vise le beau. L'artiste vise le beau. Il vise à rendre agréable. Mais là aussi, il faudrait peut-être qu'on la redéfinisse un peu ce que c'est l'art. C'est important. Si on s'accorde sur ce que c'est l'art, après je crois que le reste peut aller en tout cas beaucoup plus facilement. Encore une fois, ce n'est pas parce que l'artisan a créé un objet fonctionnel qu'il n'avait pas dans sa tête l'idée de faire du beau. Je m'explique. Une calebasse africaine. La calebasse africaine, le plus souvent, sa fonction, c'est d'être un récipient. Pour manger, pour boire, pour en tout cas, d'être un récipient. C'est sa fonction principale. Mais le simple fait que l'artisan ait décoré la calebasse, ces décorations-là, ou bien ces motifs géométriques, ne participent en rien à la fonction de la calebasse qui est d'être un récipient. Donc si l'artisan a eu l'idée de faire des motifs, des décorations, c'est parce qu'eux aussi, en même temps, ils voulaient faire du beau. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, en tout cas, c'est un peu profond, une allure philosophique, ce n'est pas facile de comprendre. Mais je peux expliquer si vous ne comprenez pas, ou bien je suis là pour ça, s'il y a des questions. C'est une des critiques de la notion de l'art que vous avez écrite, c'est ça. Voilà, d'autres critiques que vous avez éditées dans cet ouvrage également. Bon, je parle de beaucoup de choses. Hein. Je parle aussi du marché de l'art africain. Aujourd'hui, on l'a dit que le marché de l'art africain, lui, il le sait, parce qu'il est artiste connu. Il n'y a pas, donc en Afrique, sauf dans certains pays maintenant, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, qui émergent, et qui ont... imaginons un pays comme le Sénégal, qui a sa biennale d'art africain, qui est la rencontre artistique africaine la plus connue. On n'a même pas un musée d'art contemporain. Comment voulez-vous que nos artistes s'émergent? Comment voulez-vous que nos artistes montrent leur création si aujourd'hui on n'a pas un musée d'art contemporain? On n'a pas assez de galeries, on n'a pas assez de centres d'art. Et tout ça manque aujourd'hui en Afrique. Bon, c'est vrai qu'il y a des musées qui se créent. Et c'est heureux de voir qu'au Sénégal, au Bénin, au Nigeria, il y a des musées qui se créent. Et ça, c'est important. Mais, à mon avis, pour accompagner les artistes, il faut non seulement les mettre dans de bonnes conditions, et les mettre dans de bonnes conditions, c'est mettre en place des espaces d'exposition, que ce soit des centres d'art, des musées, des galeries. Et tout ça manque beaucoup en Afrique. Et donc, le marché de l'art n'est pas bien garni. Voilà. Pour qu'il y ait un marché de l'art, il y a beaucoup de métiers qui tournent autour du marché de l'art et qui manquent en Afrique. Par exemple, il n'y a pas assez de commissaires-priseurs. Moi, je ne connais pas d'ailleurs, j'en connais pas, peut-être que tu... Dans le domaine de l'art, j'en connais pas. Alors que pour qu'on puisse parler de marché de l'art, il faut des commissaires-priseurs. Il faut des maisons de vente. On n'en a pas. Certaines maisons de vente se trouvent au Maroc, au Nigeria, en Afrique du Sud. À part ces pays-là, il n'y a rien dans tout le continent africain.
il faut des maisons de vente, il faut des centres d'art, il faut des galeries, il faut des marchands d'art, il faut des experts. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de métiers qui tournent autour de l'art, qui tournent autour du marché de l'art et qui manquent aujourd'hui. Et donc, alors quand même nous avons une biennale. Moi je suis fier de cette biennale à chaque fois que je voyage dans le monde entier. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous les artistes que j'ai connus et que j'ai rencontrés quand j'étais à la biennale. Mais c'est des moments importants, c'est une fierté pour nous. C'est même pas une fierté du pays, mais c'est une fierté africaine. Moi, quand je vois et qu'on parle de la biennale, je suis fier. Donc au Sénégal, on peut dire que l'art est bien représenté? Oui, mais ça c'est depuis Senghor. C'est-à-dire que Senghor a mis en place les conditions pour en tout cas promouvoir l'art africain, pour les conditions pour promouvoir l'art sénégalais. Ce qui fait qu'il a beaucoup choisi les premiers artistes. Maintenant, c'est une question de volonté politique. La volonté qu'avait Senghor, il faut le dire, ceux qui l'ont suivi n'ont pas eu cette même volonté-là. Parce que Senghor peut-être avait de l'amour pour l'art. Oui, bien sûr. Ouais, il faut cette fibre artistique-là. Senghor avait cette fibre artistique-là qui visitait les expositions. Senghor ne ratait pas de vernissage. Senghor ne ratait pas de vernissage. Aujourd'hui, nos présidents sont préoccupés par autre chose. Et ça manque aussi. C'est-à-dire que c'est une question de volonté politique. Si l'État veut mettre en place des conditions pour promouvoir l'art africain, l'art sénégalais, il le peut. Parce qu'il suffit juste de créer, de mettre en place et d'accompagner les artistes. Voilà, ça c'est important. Une de vos critiques sur la notion de l'art que vous venez tout juste d'éditer. Et M. Khalidou Kassé, qui a quelque chose à rajouter par rapport à cet ouvrage. Comment appréhendez-vous l'ouvrage de M. Diop? Je dois dire que d'abord ma première impression, c'est de féliciter Babacar Diop. Parce que comme il a dit, parce qu'on ne peut pas parler de critique d'art sans nous rappeler de Iban Diadia. Il nous faut des critiques, des philosophes qui ont cette dimension pour comprendre ce que nous faisons, pour pouvoir le décortiquer. Si je rebondis un peu sur d'abord ce qu'ils appelaient tout de suite l'art utilitaire, il était irrituel au départ. On prend une calebasse pour faire ces décoctions, c'est-à-dire ce que j'appelais un peu les périodes animistes. Cette calebasse avait une fonction rituelle. Mais plus tard, elle est devenue utilitaire. Quand vous allez au Guggenheim Museum à New York, vous trouverez des calebasses ou des cuillères traditionnelles vendues dans le musée. Donc, il est devenu une fonction économique. Une petite cuillère appelée coque, vous l'avez à $10, $20. Imaginez le coq qui est là, qui traîne dans les machines, les gens. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Il fallait maintenant décortiquer la véritable fonction de ces objets-là, le côté esthétique, rituel, mais fonctionnel aussi. Le masque africain, comme il a dit, aujourd'hui on est en train de dire que nos objets d'art, il faut qu'ils reviennent. Mais ces objets d'art-là avaient effectivement ces fonctions rituelles. Mais ils étaient chargés véritablement de messages, de fonctions pour soigner, pour accompagner nos sociétés, pendant et ainsi de suite. Quand on se rappelle un peu de cette négresse empaillée, la négresse hottentote, ça me renvoie au cabinet de curiosité. C'était même honteux, je peux dire, de prendre ces objets ou de prendre ces négresses empaillées de la mer dans une vitrine pour que les gens viennent voir, excusez-moi, la rondeur de cette femme. Elle est morte de honte. La dernière chose, ces masques-là n'étaient pas destinés pour ces musées-là. On les mettait sous les lumières, sous des paillettes, sous des velours. C'était pas ça. Mais comme c'était au moment de piller l'Afrique, ils l'ont fait. Si nous avançons dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 70, il y a eu cette période d'ajustement structurel qui a tout basculé. Heureusement que nous avions un président poète, parce qu'on ne peut jamais parler d'art sans parler de Senghor. Il y avait une vision extraordinaire qui est arrivée, qui a mis les artistes dans de très bonnes conditions, avec des subventions, de l'accompagnement. Les artistes étaient à l'aise. Les artistes à l'époque étaient subventionnés jusqu'à 40 millions de francs CFA. Moi j'étais là. C'était des subventions non remboursables. À un moment donné, ils donnaient du matériel aux artistes, mais quand la Banque mondiale et les FMI sont arrivés, ils ont dit oui, il faut qu'on ait ça, des bourses d'études, justement. Et beaucoup d'artistes
Parce que pour Senghor, la formation était essentielle. À cette époque-là, des artistes sont partis partout dans le monde pour étudier l'art. C'est ainsi que Pape Ibra Tall est sorti, parce qu'il était parti comme architecte, il est revenu comme peintre, Iba Ndiaye est parti se former, et d'autres générations sont arrivées avec des artistes qui sont partis à Moscou, comme le Grand Boub, un grand sculpteur qui a fait la tête, le buste de Senghor au musée Léopold Sédar Senghor, comme d'autres artistes, comme Kota Diong, Omar Ki Diong, qui a fait la main qui tranche devant la Cour suprême. Vous voyez que c'était des artistes qui étaient vraiment dans la trajectoire. Mais après, il y a eu qui avaient une vision, mais malheureusement, avec le temps, les FMI, les assumations n'ont pas permis l'éclosion véritable de ces artistes qui se sont arrêtés à mi-parcours de chemin, je peux dire. Ça a continué, il y a eu cette période de flottement, c'était très difficile. Les artistes ont vécu un moment très difficile et très douloureux. Heureusement, à cette période-là, c'est là où est arrivé le Babacar Mbaye Diop pour reprendre le flambeau de ce qui a été tracé en termes d'esthétique dans le domaine des arts. Qui a permis maintenant de faire face à l'Occident pour leur expliquer ce que nous faisons. Parce qu'à l'époque, les artistes, beaucoup d'artistes se glorifiaient d'avoir un texte écrit par un Européen sur son travail. Mais il le disait avec ses propres lunettes. Alors que nous avons un nouveau regard, comme le disait Senghor, l'art nouveau, un art nouveau pour une nation nouvelle. C'est là où il a créé le parallélisme asymétrique. Quand on voit la foire de Dakar, avec cette forme de case, ou simplement le musée Léopold Sédar Senghor, ce qu'on appelle le parallélisme asymétrique, une architecture que vous rappelez qui est là, mais on a l'impression que c'est des cases, on a l'impression que les formes ne sont pas régulières, mais Senghor voulait cet art-là. Et il l'a insufflé dans le domaine des arts plastiques. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il a eu à accompagner beaucoup d'artistes qui nous ont valu d'ailleurs beaucoup de satisfaction sur le plan international, qui ont les œuvres exposées dans les plus grands musées du monde. Mais il y a une rupture de suivi de tout cela, c'est-à-dire en termes d'infrastructure culturelle, comme le disait le professeur Babacar Mbaye Diop. Le musée dynamique a été récupéré chez les artistes pour en faire la Cour suprême. Justement, c'était le musée dynamique à l'époque, où Picasso a exposé, Marc Chagall a exposé, du Buffet, Soulage, Pierre Soulage, beaucoup d'autres, Manessier, les plus grands artistes du monde ont exposé là-bas. Et à l'époque, beaucoup d'œuvres sont restées là-bas. Malheureusement, les œuvres, vraiment, c'est dommage qu'avec les infiltrations d'eau, les œuvres ont été gâtées. Il y a eu peut-être le président de la Cour suprême qui est revenu, le président Mamadou Badio Camara, qui a appelé à restaurer ces œuvres-là, ce que nous avons fait pendant le biennale 2016. Et l'exposition a été présentée, les œuvres qu'il a sauvées de la Cour suprême, qui étaient dans les caves de la Cour suprême, des tapisseries de haute facture. Et ces tapisseries, moi je les ai vues au centre culturel Blaise Senghor, on les a déposées là-bas. Une partie des tapisseries était arrachée par l'eau parce qu'il y avait des infiltrations. Les œuvres n'étaient pas suivies. Heureusement qu'il a pu sauver une partie des œuvres à la Cour suprême qui sont actuellement accrochées là-bas. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Heureusement qu'en ce moment, quand nous sommes dans ce salon, c'est-à-dire dans ce musée, le musée Théodore Monod, on est en train de célébrer le 10e anniversaire, la 10e édition du Salon national des arts visuels. Par bien sûr, je peux le dire, la volonté politique du président de la République, Macky Sall, qui est venu au salon, il a pris 2h30 de temps avec les artistes, les écouter, les accompagner. Le ministre de la Culture qui a facilité tout cela parce qu'il a accepté que ce salon se tienne, la 10e édition. Parce que ça fait 8 ans que ce salon ne s'est pas tenu. Ça a été une réussite totale sur tous les plans. Maintenant, il y a eu, par exemple, le musée, l'ancienne Cour suprême, c'est l'ancien palais de justice qui l'a affecté aux artistes. Mais quand même, nous réclamons que les travaux se fassent très vite, parce que depuis lors, on attend. Effectivement, affecté aux artistes, on va en faire un musée dynamique. Mais il faut que les travaux s'accélèrent pour qu'on puisse véritablement disposer de ce musée-là totalement. Avec cette volonté politique, effectivement, il a eu un supplément une nouvelle dynamique. Quand on a construit le centre de Diamniadio, il a acheté énormément d'œuvres aux artistes sénégalais pour décorer le centre Abdou Diouf. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut que la loi des 1% soit appliquée systématiquement dans tous les bâtiments construits. Il faut que les artistes puissent arriver à vivre véritablement simplement
mettant en action leurs droits. Heureusement qu'il y a la SODAV qui est arrivée à point nommé, qui aujourd'hui s'occupe du droit visuel des artistes. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau, mais cette tapisserie qui est montrée à la télévision va recevoir des droits, des dividendes par rapport à cela. Parce que ça une institution qui s'occupe de cela. Et les artistes ou ses héritiers pourront vivre de leur art en ce moment. Je voulais juste revenir avant que vous passiez la parole peut-être à d'autres, sur la question de la restitution des œuvres que mon ami et grand frère Khalidou a souligné. C'est tellement important. C'est vrai que nos œuvres, beaucoup d'objets d'art africains sont partis en Europe, donc aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Ils sont dans les plus grands musées du monde. Et récemment, vous avez suivi un peu le débat sur le retour. Et d'abord, beaucoup d'Occidentaux se disent mais les Africains n'ont pas assez de musées, où est-ce qu'ils vont les mettre? Mais ce n'est pas le problème. C'est pas le problème. Ce sont nos objets qui nous les rendent. Maintenant, c'est à nous de voir où est-ce qu'on va les mettre. Et même si on a envie de les brûler, on les brûle. C'est pas le problème. Ce sont des objets pillés, volés ou parfois vendus à des prix modiques. Donc voilà. Et donc ces restrictions-là, pour moi, maintenant, d'abord, en parlant des masques, des objets rituels, si on parle de restitution, parce que même le mot, ça pose problème, restitution. Parce que restituer, c'est remettre à la place. Donc ça veut dire que restituer, donc c'est comme si on faisait comme avant. Donc restituer les objets d'art africains, moi c'est comme ça que je l'entends. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui les remettre dans leur fonction rituelle socio-religieuse. De toute façon, ils ont perdu ce sens-là. Hein? Mais donc, donc j'aime bien l'idée de Bokoum qui dit que si on veut les brûler, on va les brûler. Parce que ce n'est pas à eux de nous dire où est-ce qu'on va les mettre. Ce sont nos objets qui nous les rendent. Et c'est la question, il faudrait que nos États africains sachent que l'art peut être un grand vecteur de développement. Tant qu'ils ne se rendront pas compte que l'art, la culture en général est un vecteur de développement, ils ne miseront pas beaucoup sur la culture. Je vous donne juste l'exemple de la Biennale que je connais bien. Mais regardez le nombre de visiteurs qui viennent à la Biennale. Ils sont logés où? À l'hôtel? Ils paient des taxes. Hein? Ils sont là, ils mangent le midi dans nos restaurants. Hein? Le soir, ils mangent dans nos restaurants. Une fois la visite, donc là, une fois qu'ils ont fini leur séjour à Dakar, mais ils vont à Sandaga, ils vont acheter des choses. Donc ça veut dire qu'il y a une activité économique et qui n'est pas négligeable. Non? Et ça, c'est dans tous les secteurs de l'art et de la culture. Donc c'est important que nous, au-delà de l'aspect esthétique artistique, qu'on pense aussi à l'économie. Et c'est pour ça que j'aime bien Khalidou. Parce qu'il a très tôt compris que l'art pouvait être un vecteur de développement. Et que l'économie, en tout cas, l'art peut être en tout cas un vecteur économique important. Et c'est important. Et lui, il l'a compris tôt. Et ça, il faut vraiment en tout cas féliciter. Sur la Cour suprême, moi à chaque fois que je passe devant la Cour suprême, je me dis, alors que le président de la République nous avait promis, en tout cas quand je dis nous, c'est le monde de l'art et de la culture, dans son premier discours, quand il est président de la République, il nous avait promis de remettre le musée dynamique à la culture. Jusqu'à présent, on attend encore. Voilà. S'il ne peut pas nous remettre l'actuelle Cour suprême, au moins qu'il, avant la fin de son mandat, on lance un appel pour qu'au moins que les musées d'art contemporain soient quelque chose de réel. Que nos artistes aient un musée d'art contemporain. Autre chose important aussi, c'est l'école des arts. L'école des arts, un pays comme le Sénégal, qui n'a pas une école des arts digne de ce nom, c'est honteux. Il faut que les artistes réclament la Cour suprême. Parce que la Cour suprême aujourd'hui, le bâtiment non seulement il est vieillissant, il faut peut-être la Cour suprême ailleurs, rappeler que pour remettre cette Cour suprême, c'est-à-dire ces musées dynamiques aux artistes. Parce que par rapport à l'architecture, la construction, ça a été créé près d'un musée. La hauteur des bâtiments. Oui. Parce que quand vous voyez les colonnes, par rapport à la hauteur du, c'est fait pour un musée. Pour un musée. D'ailleurs, même quand vous rentrez là-bas, je crois que vous sentez qu'il y a l'écho de ces artistes qui réclament encore le musée. Et puis Khalidou, c'est symbolique.
symbolique parce qu'elle a été créée pour le Festival mondial des arts de 1966. Et les archives sont là. C'est symbolique. Non, je pense que le président Macky Sall va le remettre. On aura deux musées à la fois. On l'espère. Merci. En tout cas, nos dirigeants doivent accompagner l'art africain. Voilà, ça mérite d'être accompagné. Et voilà, musicien Kandialo, comment vous voyez l'art au Sénégal, d'après ce qu'on vient de dire sur le plateau? C'est un milieu que je connais beaucoup parce que mon père était peintre, illustrateur, Massounia. Et je pense que même M. Khalidou Kassé le connaît bien, le connaissait bien. Tout à fait. En fait, moi, j'ai toujours aimé l'art parce que je voulais même faire de la peinture, quelque chose comme ça, mais malheureusement, mon père ne m'avait pas suivi sur cela. Et bon, voilà. C'est quelque chose que j'adore beaucoup, vraiment. Ibrahima Diakhaté qui vient de nous joindre sur ce plateau. Ibrahima, voilà, donc vous avez donc écrit l'ouvrage de poésie, un recueil de poèmes, donc, que nous allons aborder tout à l'heure, mais on parle de l'art en ce moment. Comment vous prévoyez l'art au Sénégal, en Afrique en particulier? Oui, donc bonsoir à vous déjà, et je m'excuse encore du retard. Je salue donc les invités, vraiment. Là, je crois que je suis venu dans un débat qui me concerne, je peux dire. Car moi... Exactement. Exactement. Donc comme on dit, l'art ne s'arrête pas donc à des peintures. L'art ne s'arrête pas à une musique. L'art c'est tout un monde. En fait, moi, je peux dire que le monde entier est fait d'art. Tout ce qui est création humaine, c'est de l'art. L'art, c'est juste une reproduction donc, de la nature divine. L'art, c'est pas quelque chose qu'un homme pense à part et qui lui appartient lui seul. Non, non. L'art, c'est tout ce que l'homme peut ressentir et le fait projeter pour le partager donc, à son entourage. Voilà, donc, et aussi, tout à l'heure, en venant, donc, j'ai entendu que vous posez la question, il faut redéfinir l'art. Qu'est-ce que l'art exactement? Donc, c'est là où on en est, je crois bien. Le fait est que, quand on ne connaît pas une chose réellement, on ne peut pas s'y intéresser comme il faut. Ici, en Afrique, nous avons ce problème. La jeunesse ne comprend pas exactement ce que c'est que l'art. À quoi ça sert? À quoi bon? Pour que quelque chose te fasse sortir de ta maison pour aller voir ou bien te fait dépenser donc, ton gain, il faudrait que tu saches le réel de cette chose-là. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que les jeunes donc, aillent donc, dans des musées ou bien achètent des tableaux. Les Africains achètent des tableaux qu'ils ne connaissent même pas l'utilité. Comme vous faites dans votre livre, vous expliquez en fait ce que c'est l'art africain. L'art africain, la genèse, tout ça, donc ça c'est intéressant. Donc ça montre la réalité donc, de notre art. Il existe un art africain, mais en fait, cet art africain, c'est une culture, je veux dire. L'art qui appartient à une société, cet art-là n'est plus un art, c'est une culture. L'art est mondial. L'art en tant que tel, c'est quelque chose de mondial. Quand quelqu'un sort quelque chose, et a priori, la chose est faite pour la beauté. Et la beauté, c'est quelque chose que tout le monde apprécie. Et dans notre culture ancestrale, ils avaient donc des représentations tribales. Donc cette tribu avait ses propres représentations. Et au fur et à mesure, arrivé au temps moderne, donc, et aussi avec l'arrivée des Blancs, ils ont pris, comme eux, ils connaissaient donc la création humaine en tant qu'art, et qu'ils ne connaissaient pas la création humaine en tant que culture. Ils le connaissaient en tant qu'art. Donc quand ils viennent ici et qu'ils retrouvent nos créations, forcément ils vont l'appeler l'art africain. Pour répondre à votre question, bien sûr. Vous vous demandez pourquoi les Blancs appellent notre art africain. Comment ils devaient l'appeler?
mais ils ne peuvent pas l'appeler autrement. Voilà, donc exactement. Voilà, exactement, sous différents angles. Et maintenant, à un moment donné, quand cet art, quand cette culture est appréhendée par d'autres populations, donc étant donc une forme d'art, la culture, ces représentations culturelles passent de la culture à l'art. Voilà, donc c'est ce qui amène le fait qu'il appelle nos représentations que nous avions insultées par nos ancêtres, que nos ancêtres avaient insultées, il l'appelle l'art africain. En fait, cela, c'est la culture qui nous appartient, mais c'est ce qu'il appelle art eux. Mais en fait, l'art, c'est quelque chose de mondial. C'est tout ce qui est reproduit par l'homme et qui est beau. Voilà. Et pour revenir sur le business qu'il parlait, que M. Khalidou Kassé parlait, si nous produisons de l'art, en fait, c'est quelque chose qui vient de notre fort intérieur. Ce n'est pas quelque chose que l'on rencontre dans la rue. C'est quelque chose qui est avec nous depuis notre naissance. Donc nous naissons artistes. Exactement. Aujourd'hui, vous voyez un objet dans la rue, un objet quelconque. Vous le considérez comme un simple objet. Mais ce même objet, vous le ramassez sans rien y ajouter, sans rien y toucher, sans le décorer. Vous l'exposez dans un musée. Cet objet change de sens. Exactement. C'est Nelson Goodman qui a écrit un très beau texte qui s'appelle « Quand y a-t-il art ?» À partir de quand on peut considérer que cet objet-là est une œuvre d'art. La chaise, c'est sur laquelle vous êtes assise. Là, vous la regardez comme une chaise. Mais cette même chaise, vous la déplacez dans un musée, vous la regarderez autrement. Oui, c'est ce que je viens de dire. Autrement. C'est ce que je viens de dire. Et c'est l'art contemporain, parce que l'art contemporain n'est plus défini par des critères. L'art moderne, c'est vrai que je n'ai pas défini ce que c'est l'art moderne, mais l'art moderne, c'est du début du XXe siècle, avec Picasso, Braque, Modigliani, jusqu'aux années 40-45. Voilà, et c'est là où l'art contemporain est donc arrivé. Mais l'art moderne était défini par des critères. Il fallait respecter des critères pour dessiner, pour peindre, pour faire des choses. L'art contemporain aujourd'hui n'est plus défini par des critères. Les artistes sont beaucoup plus libres. C'est la raison pour laquelle vous voyez parfois des chaussures exposées. On ramasse toutes nos paires de chaussures, on les expose. À l'époque, ça pouvait choquer, mais aujourd'hui, ça ne choque plus. Des artistes qui font des performances qui choquent. Éphémère. Voilà, éphémère, de l'art éphémère, de l'art qui ne dure même pas l'art, c'est la mode. 2 heures de temps. Ça évolue, quoi. C'est des créations éphémères. Et c'est ça, la contemporaine aujourd'hui. La contemporaine, en tout cas, a bouleversé tous les codes esthétiques. D'ailleurs, ça a commencé quand on se rappelle un peu de l'esprit de Salvador Dali. Salvador Dali, dans sa création, il est arrivé, il a cassé tous les codes. Oui. Salvador Dali n'était pas compris du tout, mais il s'est imposé en amenant une nouvelle vision de cet art-là. À cette époque-là où il était tellement surréaliste que les gens ne comprenaient même pas ce qu'il faisait. Comme je l'ai dit avant-hier pendant le vernissage, quand on parle aujourd'hui de l'origine du monde, cette œuvre-là, je ne sais pas si vous la connaissez. Cette œuvre-là, ça choque. On ne peut pas la montrer dans un public, surtout en tant que musulman. J'ai fait un peu le parallèle avec l'œuvre d'Alpha Sow qui est là, qui nous parle de buste de femme. Je me suis dit, mais tiens, ça me rappelle l'œuvre de cet artiste aujourd'hui qui nous parlait de l'origine du monde. Parce que l'art contemporain, comme l'a dit le professeur Babacar Mbaye Diop, c'est de simplement attirer l'attention, amener la réflexion sur un sujet bien déterminé, un sujet d'actualité. Comme on parle de chaussures,
Si on voit par exemple l'œuvre de Dagobert, Ousmane Dia, il a fait une installation sur les jeunes qui vendent des chaussures le soir, la nuit. Ils prennent les chaussures, ils pendent sur des arbres, par exemple devant l'université ou autre, mais il faut une installation sans s'en rendre compte. Mais en fait, quand on voit derrière, il y a un côté économique aussi. Mais en fait, il y a une réflexion pour rappeler, comme le disait d'ailleurs Ousmane Sow, le grand sculpteur, qui ne suffit pas de mettre sur un plat un morceau de sucre, 2 morceaux d'appeler le monde à leur dire que c'est de l'art contemporain. Mais d'abord, il y a une réflexion, il y a une manière de le poser pour appeler à la réflexion par rapport à ça. Et c'est ça qui est important, c'est surtout la réflexion. L'art contemporain va privilégier la réflexion. C'est-à-dire que parfois, il n'a même pas envie de faire du beau. Parfois, il n'a même pas envie de faire du beau. Il a juste envie de faire passer un message. Ce qui importe pour lui, c'est que son message passe. Et il y a dans cette démarche une transversalité de l'artiste, si on prend le cas de Iba Ndiaye, qui a peint Tempête au Sahel. Cette œuvre aujourd'hui, qui appartient à un grand collectionneur sénégalais, je peux même le citer, le ministre d'État Abdoulaye Diop, qui a prêté cette œuvre à une galerie à Washington. C'est parce que des commissaires cherchaient ce tableau à travers le monde. Ils se sont rendus compte que c'était sa collection. Ils l'ont demandé, il leur a prêté l'œuvre qui est allée à Washington. Mais Tempête au Sahel, aujourd'hui, quand on se voit avec ce qui se passe sur le côté djihadisme au Sahel, et c'est une œuvre avec des tâches. Mais quand je regarde encore cette œuvre-là, je dis, mais c'est extraordinaire. Comment il était visionnaire, comme s'il sentait que en 2019 ou quelque chose, en tout cas 40 ans après, il y aurait une tempête au Sahel. Tout à fait. Monsieur Kassé, est-ce que vous faites une peinture d'art au Sénégal sans pour ne pas prendre en compte les réalités sénégalaises, surtout du côté de l'islam, voilà, parfois comme s'il y a une nudité par rapport à vos œuvres, ou bien vous tenez tout ça en compte? Non, on tient compte de cela parce qu'après tout, nous tenons compte de nos origines, de nos us ou coutumes. Nous sommes des musulmans. J'ai dit toujours aux jeunes artistes, si vous allez par exemple dans l'académie en France ou en Europe, la façon d'apprendre l'art est très libre. Parce que vous avez dans l'atelier académique où les étudiants peuvent faire des dessins de femmes nues, mais c'est des femmes qui viennent poser, ils sont payés. Ils repartent, il n'y a rien à voir de sexy ou d'autres choses. Mais ils sont des femmes nues qu'on disait parce qu'ils maîtrisent le corps humain. L'anatomie, les perspectives, tout ça est étudié. Parce que la fonction de l'art, c'est ça aussi. Picasso disait, avant de pouvoir déformer, il faut savoir former. Il faut savoir dessiner. Il est facile maintenant de faire de l'art abstrait comme ça, de dire. Mais beaucoup d'artistes derrière cet art abstrait maîtrisent le dessin, volume, ils maîtrisent tout. Maintenant, ici, quand on revient dans notre pays, il y a des œuvres qu'on ne peut pas présenter en public. On ne peut même pas faire, d'ailleurs, on ne sait même pas où le présenter. On est obligé de se conformer à la réalité. Si on traverse, par exemple, cette phase pour parler de sculpture, la sculpture, par exemple, est bannie par l'islam. On dit que tout ce qui a une ombrage, c'est ce qui a amené le débat sur le fameux monument de la Renaissance. Et moi, je suis allé jusqu'en Arabie Saoudite pour voir ce qui s'est fait là-bas, effectivement, en public, c'est-à-dire dans les décorations de la ville. Il n'y a pas d'objet, d'œuvre qui représente une humaine. Il y a des calebasses, des théières, et ainsi de suite. Mais je suis allé quelque part, j'ai vu un tableau avec un dessin avec des personnages. Et j'ai demandé aux Saoudiens, mais pourquoi vous avez dessiné ici? Ils m'ont dit non, ça c'est juste un dessin, c'est l'histoire. Ça n'a rien à voir avec. Donc on a faussé le débat. Ce qui fait que beaucoup de sculpteurs n'ont pas eu le courage de continuer. C'est pour cela qu'au début... C'est un faux débat. C'est un faux débat. Parce que c'est vrai qu'en 2010, il y avait beaucoup de bruit sur le monument. Tout à fait. Et moi, même à l'époque, j'ai écrit un texte qui a été publié dans le site quotidien, je pense. J'ai lu ça. Pour dire que, mais arrêtez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre un jugement esthétique d'un jugement économique ou d'un jugement sociologique. Tout à fait. Complètement différent. Tout à fait. La reproduction n'est pas, c'est pas quelque chose de nouveau au Sénégal. À la sortie de ce musée-là, le rond-point de l'Assemblée, il y a une statue qui est là-bas depuis très longtemps. Effectivement. Depuis très longtemps. J'ai lu le texte. On passe devant tous les jours. Et ça, c'est une statue qui est là bien avant le monument de la Renaissance. En tout cas, merci. Merci, professeur Mbaye Diop, de nous avoir sculpté scrupuleusement la notion de l'art à travers cet ouvrage que vous avez écrit, une critique que vous avez vivement illustrée tout à l'heure. Et merci également à M. Khalidou Kassé, également pour son apport
sur cette rencontre de ce soir, sur l'art également en tant qu'artiste praticien très connu, donc artiste praticien international, je peux dire. Et voilà, on va aborder un autre sujet, de l'art toujours, mais cette fois-ci c'est de la poésie avec Ibrahima Diakhaté. Ibrahima, vous avez écrit un recueil de poèmes. Oui. S'intitule Les roses de la vie. Les roses de la vie. Les roses de la vie, ça englobe oui. positive, Oui. Voilà, les roses, quand on parle de roses, on fait allusion à l'amour. À l'amour. Voilà, la beauté, la joie de vivre surtout. Quand on dit qu'on a la vie en rose, c'est-à-dire qu'on vit dans notre embonpoint. Voilà, donc j'ai écrit cette œuvre durant 7 ans, de 2011 à 2018. Donc je l'ai publié le 5 janvier 2018. Alors que vous êtes étudiant en mathématiques. Oui. Vous avez eu j'ai eu mon bac S. En mathématiques, mais vous avez de l'amour pour les lettres. Oui, depuis toujours. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est artiste. Donc un artiste, je peux dire que l'art dort donc dans l'âme de chacun, dans l'âme de chaque homme. Mais il y a des exceptions. Dans tout domaine de la vie, il y a des exceptions. Dans le foot, il y a des messies. Donc tout le monde ne peut pas être au même longueur d'onde. Voilà, sinon... Qu'est-ce que vous avez traité dans les roses de la vie, les thèmes que vous avez abordés dans ce recueil de poèmes? Voilà, le recueil est séparé en 3 parties. Donc dans la première partie, je peux dire que c'est purement du lyrisme. Donc je vous fais découvrir le fort intérieur de qui je suis, donc de mes sentiments. Voilà. Et dans la deuxième partie, donc j'exprime un métaphore par rapport au ressentiment général qu'un homme peut ressentir. Donc sur ça humain, donc il y a pendant une étape de sa vie qu'il a pu avoir une forte sensation, donc qui est personnelle, ancrée au fond de lui, qu'il sait lui-même. Et j'ai vraiment tenté le tout pour le tout. Et vous pouvez faire un petit extrait par rapport à cette poésie, une petite prestation poétique. Voilà, donc je vous la deuxième partie, méditation. Méditation. Voilà, comme ça concerne. Voilà. Exactement. Donc quand on médite, c'est penser profondément. Donc là, méditation. Je médite le long de mes traits, rognant mon caractère silencieux, à l'écoute de ce monde plein de tares et vicieux. Croire si loin comme un art feront l'appoint des cieux. Ils invitent la Suisse et les tables que composent les pieux. Je médite les temps et les âges, du fond et les formes, au loin du monde de mes pages, que la mort borne. Signal du temps concevant, tout ce que la vie offre, jamais si près mes battants, au gré de mon coffre. Je médite les vents survolants, puis disparaissent sans cesse, sur lesquels ordre s'appliquant, mes prouesses qui naissent. Véridique, n'a jamais été Satan, par ses promesses peste. J'aimerais voir, j'aimerais sentir le souffle de la vie et les zestes. Je méditerai pour longtemps avant que ma mort ne surprenne sur les détails de mon temps, de ce que l'âme ne comprenne. Vertu des plus sages, bien au commun aux sauvages, marque l'empreinte avec beauté à la raison d'un gage, d'une vie pleine et servant, à jamais été lendemain triomphant. Voilà. Voilà, c'est un poème donc, qui se trouve dans la deuxième partie donc, du recueil. Le recueil c'est 90 poèmes, 30 dans les 3 parties. Voilà, dans la dernière partie, donc la dernière partie parle essentiellement de l'âme. De l'âme. Voilà, de la mort, voilà, de la création, voilà, des choses qui sont métaphysiques. Donc, dans la troisième partie. Voilà, donc c'est une œuvre que j'ai essayé de rassembler en tout cas, le tout d'un sentiment, voilà, qu'un homme peut ressentir pendant toute sa vie. Voilà, j'ai essayé de le regrouper en un recueil et j'en ai fait les roses de la vie. Les roses de la vie. Voilà. Publié le 5 janvier à Paris, dans la maison d'édition Edilivre. Edilivre à Paris. Voilà, donc, et le livre est en train d'être même vendu sur Amazon, Fnac, voilà, dans toutes les plateformes, en tout cas de distribution, sur le net. Voilà, donc, voilà. Comment vous percevez la poésie au Sénégal? Est-ce que vous êtes bien donc,
parfois on vous appelle pour des prestations par rapport aux artistes musiciens, plasticiens et autres. Comment est interprétée la poésie au Sénégal? Exactement. Quelle est la place qu'on vous a donnée dans la société en tant que telle? Donc, pour parler de ma poésie avant d'arriver donc à la généralité, donc quand on est quand on travaille en tout cas dans l'art ici en Afrique, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui n'est pas qui est en tout cas saisi automatiquement par la société. À moins que vous soyez connu, quelqu'un de connu. Si vous êtes connu dans n'importe quel domaine de l'art où vous évoluez, on va vous appeler, mais quand vous êtes dans le underground comme on dit, donc là il faut vraiment faire le tout pour être connu. Et là depuis la sortie de mon livre, je peux dire j'ai été sollicité par différentes écoles pendant les Fosco et tout. Et l'appréhension que la société sénégalaise en tout cas a de la poésie, c'est la même appréhension qu'ils ont de l'art. Voilà, la poésie c'est de l'art en fait. Le fait est que l'art, la poésie, bien qu'elle soit enseignée donc, au lycée, l'amour de la poésie n'est pas encore donné. C'est cet amour-là donc qui reste. Si en tout cas la jeunesse sénégalaise était inculpée de cet amour des lettres, de la littérature, avant je pourrais dire que la littérature était mieux saisie, même pour les œuvres littéraires qui étaient au programme, c'était imposé de le lire. Mais maintenant, il y a 2 œuvres littéraires, 3 œuvres littéraires, mais tu peux être élève sans en acheter une. Ce qui n'était même pas imposé aujourd'hui. Hier, c'était vraiment imposé. Et cela a donné un amour. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe comme ça. Et les élèves, eux, comme ils sont conditionnés, en tout cas, par le bâton de leur maître,